Carlo Ossola est professeur de littérature néo-latine au Collège de France. Il est également membre de la très prestigieuse Accademia dei Lincei en Italie. Il est un philologue et critique littéraire qui s'occupe de littérature italienne et également d'autres littératures néo-latines. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler malheureusement d'une amie commune qui vient de disparaître. Peut-être Jacqueline Risset était la plus célèbre et la plus importante parmi les grands chercheurs français qui s'occupent de littérature italienne, et notamment de Dante. Jacqueline Risset avait participé il y a quelques années à un événement dont Carlo Ossola était le protagoniste au consulat général d'Italie, ici à Paris, et c'était un débat fort intéressant sur les interprétations, sur les lectures françaises de Dante, l'évolution de la perception française de Dante. Et j'ai un souvenir vraiment ému de cette belle discussion. Alors, Jacqueline Risset, vraiment, oui, nous sommes encore un peu sous l'émotion. Oui, je crois que Jacqueline Risset est l'un des témoins de cette unité profonde de la culture française qu'elle a interprétée en Italie et de la culture italienne qu'elle a interprétée en France. Ses études, d'abord sur le XVIe siècle français, sur la littérature italienne et notamment Dante, sur la poésie contemporaine, son esprit militant, elle avait participé à la rédaction de Tel Quel, font de son parcours intellectuel et de sa création vraiment l'un des points de repère sur le gratuit, sur je dirais, la floraison d'une parole libre dans la littérature contemporaine. Nous lui devons beaucoup, notamment la traduction de la Divine Comédie. J'ai ici le Paradis, cantica extrêmement compliquée, à laquelle Jacqueline Risset a consacré toute sa vie. Et très récemment, vraiment il y a 10 jours, nous venons de découvrir sa traduction des rimes de Dante, auquel elle a travaillé pendant 3 ans de suite, jusqu'au dernier jour, quand cette mort inattendue, soudaine, injuste, nous a privés de sa présence. La situation critique de Dante en France était compliquée d'une certaine manière du fait que la très belle traduction d'André Pézard, et donc la traduction parue dans la Pléiade, était faite dans un français volontairement reconstruit, un français du Moyen-Âge qui devait plus ou moins reprendre, imiter, émuler l'italien du XIVe siècle de Dante. Ce qui, évidemment, ne contribuait pas à une lecture facile de la... En effet, Jacqueline Risset avait choisi Pézard, vis-à-vis duquel, bien sûr, elle avait le plus grand respect, comme cible polémique, c'est-à-dire que sa traduction voulait être quelque chose de très différent par rapport au travail de Pézard. Oui, Dante est contemporaine, assez contemporaine, mais aussi notre contemporaine, parce que c'est le XXe siècle, comme Borges l'a souligné,
qui nous a restitué Dante par le biais de l'activité des poètes. Pensons aux lectures de Dante faites par Ezra Pound, par T.S. Eliot, par Ossip Mandelstam, par Alan Tate, par Borges même, et justement par Jacqueline Risset. Seulement les poètes interprètent les poètes. Et là, je me permets d'évoquer quelques-uns des grands textes de poésie de Jacqueline Risset, notamment L'amour de loin, 88, Petit élément de physique amoureuse, 91, et puis Les instants, 2000. Mais avec cela, il y a toute l'activité d'essayiste, et notamment ce magnifique volume Dante écrivain, ou L'intelletto d'amore, où il ne s'agit pas seulement d'une présentation, d'un portrait de Dante, mais d'un essai profond sur la structure de la Divine Comédie. Pensez en effet comme comédie, comme théâtre, comme action, comme lieu de rencontre de personnages, comme scène de l'éternité. Et nous devons en effet au travail de Jacqueline Risset ce retour de Dante. Maintenant, on voit un peu partout des traductions multiples de la Divine Comédie. C'est un bon signe. C'est un pays, la France, où la présence de Dante, je dirais, se fortifie d'un jour en jour. Et surtout, nous avons maintenant ce volume de rimes. Le critère est le même, prendre la difficulté technique d'abord des sonnets de Dante et transformer cette difficulté dans une sorte de ressort pour faire surgir une nouvelle langue, même si Jacqueline Risset reste toujours extrêmement fidèle au texte de Dante. Bien entendu, je ne souhaitais pas sous-estimer le travail poétique et la créativité, ni la créativité de Jacqueline Risset, laquelle a choisi comme sujet de son activité aussi des auteurs français. Elle a écrit sur Proust, par exemple. Mais c'est vrai que notre site s'appelle l'Italien Direct, et donc c'est surtout sa passion pour la littérature italienne qui nous intéresse dans nos vidéos. Elle s'est occupée de Dante, mais également d'autres écrivains italiens illustres plus récents. Elle s'est occupée de Machiavel, elle s'est occupée de Leopardi, elle a écrit sur Carlo Emilio Gadda. Donc son intérêt pour la littérature italienne était, disons, non pas victime d'une sorte de sectarisme pro-Dante, mais couvrait un spectre assez large d'auteurs et de sensibilité. Il est certain que Jacqueline Risset avait non seulement aimé la culture italienne, mais comme elle me l'avait dit dans un entretien d'il y a quelques mois, aussi la vie à l'italienne. Ce n'est pas par hasard qu'elle avait choisi de vivre en Italie. Elle parlait en italien parfait, même toujours avec son petit accent français. Donc c'était aussi le pays qui l'avait charmé. Ça, c'est un élément à ne pas oublier dans la personnalité de cette femme extraordinaire. C'était une femme docte, mais en même temps capable d'une communication humaine d'une qualité absolument extraordinaire. Oui, il y avait chez elle une fraîcheur toujours jaillissante, une disponibilité à l'écoute extrême, une grande générosité humaine. Et dans le portrait que vous avez tissé, et qui est tout à fait pertinent, j'ajouterai aussi son admiration et son amitié avec Federico Fellini.
Tout à fait. Il y a un côté, je dirais, qui concerne les arts visuels, où nous retrouvons souvent la présence et les remarques très subtiles, très fines de Jacqueline Risset. Et cette amitié avec Federico Fellini l'a marqué. Il s'agit donc pas seulement d'une transplantation intellectuelle, mais comme vous l'avez dit, d'un choix plein et généreux d'une belle tradition italienne. Donc elle nous manque aussi bien en France qu'en Italie. Elle avait, comme plusieurs grands chercheurs, poètes, écrivains, elle avait choisi Rome, comme Albert Béguin, comme Curtius, d'une certaine manière, comme Keats. Hein. Venir s'installer, venir mourir à Rome, c'était retrouver, je dirais, presque les sources même de la tradition méditerranéenne, latine, occidentale. Et ce choix avait enrichi aussi le panorama intellectuel italien. On ne pouvait jamais, en sa présence, se présenter comme des spécialistes. On voyait tout de suite que la finesse, l'esprit de finesse, est bien plus important que, je dirais, l'accumulation de données. Et elle avait cette espèce de charme de l'essentiel qui nous manque beaucoup. Et vous avez souligné qu'elle a contribué à une meilleure connaissance de la littérature italienne et en particulier de Dante en France. En effet, elle regrettait qu'au fil des siècles, Dante ait été moins étudié en France que dans d'autres pays européens comme l'Allemagne ou l'Angleterre. Et lors de ce débat au consulat d'Italie d'il y a quelques années que je rappelais tout à l'heure, elle avait aussi souligné que la période des Lumières avait coïncidé en France avec une attitude un peu anti-Dante, c'est-à-dire Dante qui était vu au même titre que Shakespeare comme l'artiste de la démesure. La démesure était contraire à la rationalité que les Lumières prêchaient. Ce n'est qu'au moment du romantisme que la France redécouvre Dante. C'est curieux ce passage. Tout cela représente une façon de voir ce très grand poète italien d'une manière totalement différente par rapport à ce que nous, Italiens, avons étudié à l'école ou avons écouté lors de différents débats entre spécialistes. Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce d'oubli ou de mise en marge de Dante au XVIIIe siècle. Sauf à la fin du siècle où des grands artistes anglais comme Flaxman, Blake, relancent l'image de Dante. Mais justement, c'est un Dante d'un côté de mesures prophétiques chez Blake et d'autre côté d'une parfaite retenue classique chez Flaxman. Donc c'est plutôt l'Angleterre qui va relancer Dante à la fin du XVIIIe siècle. Cela dit, dans l'époque romantique, la France joue un rôle assez important. Nous retrouverons Dante dans les proscrits de Balzac, donc 1834, et nous retrouvons Dante dans les essais de Ozanam, dans 2 poèmes magnifiques de Victor Hugo, et après, à la fin du siècle, il y a vraiment un renouveau d'études concernant Dante, mais évidemment, le XIXe siècle était fait un peu partout dans le monde pour retrouver la grandeur de Dante. On pourrait dire qu'il se place dans toutes les littératures, y compris la littérature russe, comme l'un des phares pour
employé le terme proposé par Baudelaire. D'autre part, c'est vrai que c'est toujours les poètes qui se chargent de cette fonction, et dans ce cas, il est vrai que la littérature italienne du XIXe siècle a eu à son tour quelques poètes qui ont bien interprété Dante, notamment Giovanni Pascoli. Et on pourrait presque faire une histoire de la réception de Dante faite par le témoignage des poètes plutôt que par le travail des critiques. Donc Jacqueline Hérisset avait en effet raison, elle a du reste continué cette tradition de poètes lisant et interprétant Dante. Vous disposez d'un observatoire extraordinaire. Le Collège de France est un lieu privilégié pour se rendre compte non seulement de la situation des études françaises, mais aussi c'est un carrefour international de tout premier plan. À votre avis, pour conclure, quelle est aujourd'hui l'attention que la culture internationale porte à la littérature de notre pays, de l'Italie? Nous venons de fêter il y a quelques semaines la semaine de la langue italienne dans le monde, et on a lu plusieurs statistiques nous disant que l'italien est la 4e langue étudiée dans le monde. Étudiée en tant que langue étrangère. Oui, bien sûr, en tant que langue étrangère. Si les statistiques sont vraies, il faudrait évidemment être satisfait. Mais d'autre part, il y a des phénomènes moins brillants, c'est-à-dire le fait que dans les universités, en France et ailleurs, l'italien est moins étudié, il y a des suppressions de chaires, il y a des départements qui sont réduits à des unités à l'intérieur au sein d'autres départements plus larges. Enfin, il y a un certain affaiblissement et, à mon sens, il faudrait reconstituer l'unité de la langue et des arts, parce que si on étudie la diffusion de l'italien au XVIIIe siècle, par exemple, on voit très bien que les meilleurs messagers, interprètes, étaient les artistes. C'était la musique, les arts, la peinture, l'architecture qui conduisaient tout naturellement, avec les chefs-d'œuvre, la langue de la civilisation qui les avait exprimés. Aujourd'hui encore, il est assez facile de trouver des interprètes, des compositeurs, dans la musique surtout, mais aussi dans le théâtre et dans les arts. Qui dans la mode aussi, oui, l'italien est qui pratiquent l'italien. Oui. Mais j'ai peur que dans le travail de transmission culturelle assuré par les universités, on puisse voir, on puisse trouver un affaiblissement. Donc il faut travailler beaucoup, ne pas supprimer les instituts culturels italiens, comme on est en train de faire. J'ai été, par exemple, touché par l'hypothèse de suppression de l'Institut culturel de Salonico. Eh bien, là, on pourrait dire, c'est une ville de la Grèce, quel est le rôle de la culture italienne? Il ne faut jamais oublier l'histoire. Salonico était vraiment le rempart et la plaque tournante en même temps des commerces vénitiens vers l'Orient. Et tout ce travail était assuré d'un côté par les Vénitiens, mais d'autre côté par des communautés juives qui parlaient parfaitement l'italien et les langues des pays de la Méditerranée et au-delà, de la mer Noire et au-delà, pour assurer les commerces de Venise. Et j'ai vu à l'Université de Jérusalem un collègue qui parlait parfaitement l'italien. Je dis, mais avez-vous une chaire de littérature italienne? Il a dit non, j'ai une chaire de histoire des Juifs de Salonico. Tout simplement, tous les documents anciens sont rédigés en langue italienne. Alors, me semble-t-il, il faut ne pas oublier non plus
tous les grands enracinements que la tradition italienne a eu dans la Méditerranée, Alexandrie, l'Alexandrie qui est la patrie d'Ungaretti, mais aussi de Sidney Sondino, l'un des grands ministres des Affaires étrangères au début du XXe siècle. Bien sûr. Voilà. Marinetti, le futurisme, disons. Enrico Pea. Ouais. Donc il y a, je dirais, des traditions qu'il est important de ne pas oublier. Alors il y a une diffusion, pour ainsi dire, présente, et il y a aussi une diffusion diachronique. Comment l'italien a été présent dans les autres époques. Il faut valoriser la synchronie, mais aussi la diachronie de la présence de la culture italienne pour retrouver vraiment nos sources. Et même dans l'Espagne de la Renaissance, le grand ministre de l'empereur, Charles, était un Piémontais, Mercurino Gattinara, qui a été l'un des grands diplomates du XVIe siècle européen. Donc, je crois que... Le Gattinara nous rappelle un vin célèbre. Oui, et très fin. Et très fin, un vin important. Oui, un vin important. Voilà, oui. Voilà. Je crois, là vous avez souligné le rôle des instituts italiens de culture à l'étranger, et je crois que aussi le réseau très important des comités de la Società Dante Alighieri joue un rôle. Les instituts culturels italiens sont un peu moins de 100, je crois, dans le monde. Les comités de la Dante sont plus de 500. Et il y a des villes petites et moyennes où le comité de la Dante représente le seul petit drapeau italien présent pour contribuer à la diffusion de notre langue, de notre culture. Donc je crois que la Dante aussi ne doit pas être négligée. Vous avez raison, dans certaines villes, c'est vraiment le drapeau même de la présence italienne. Dans certaines villes, il y a plus de membres et d'activités chez les Dante Alighieri que dans les départements universitaires. Et en tout cas, il y a toujours une très grande attention, fidélité à la tradition italienne. J'étais récemment à Zug, à Basel, justement pour ces raisons de la semaine de la langue italienne, et les sociétés Dante Alighieri ont un rôle essentiel. Je pense toujours à ce film danois, Italian for Beginners, qui est vraiment, je dirais, le manifeste de la présence de la tradition italienne. C'est un petit village où justement il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'institut culturel, mais il y a un besoin, un désir de connaître l'Italie. Et alors les habitants très modestes de ce village gèrent d'une manière autonome les études, la grammaire, etc., pour faire un voyage à Venise. Et cet auto-apprentissage de l'italien est extrêmement émouvant. Et je dirais qu'il faudrait aussi renforcer le rôle des sociétés Dante Alighieri partout dans le monde. On peut avoir peu de départements, mais s'il y a beaucoup de Dante Alighieri, ça va peut-être un peu rééquilibrer cette présence. Voilà, donc bien entendu, on aurait toujours envie de passer des heures avec Carlo Ossola. Pour le moment, je me limite à le remercier et à lui dire au revoir et à bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt. Grazie.